Commit After Work. Der Business Talk wird präsentiert von Commit, der idealen Softwarelösung zur digitalen Pflege von euren HR-Daten. C'est l'histoire de deux frères qui, un jour, dans une vieille cuisine, se sont mis à brasser leur propre bière, pour eux-mêmes et pourquoi pas pour quelques potes. Aujourd'hui, la brasserie BLZ Compagnie à Orvin est la deuxième productrice de bière de la région et j'ai le plaisir de recevoir l'un de ses fondateurs, Arthur Baltz. Bienvenue. Merci. Vous avez débuté cette aventure en 2014, vous étiez tout jeune avec votre frère Guillaume. Pour le plaisir, on l'a dit, et aujourd'hui vous vendez 200 000 litres de bière par année dans la région de Bienne, Neuchâtel, Jura bernois et dans le canton de Berne principalement. J'ai eu un peu de difficulté à vous atteindre ces jours pour préparer cette émission. Vous étiez sur les routes, c'est-à-dire que même quand on dirige une entreprise, on est encore au four et au moulin en train de donner un coup de main partout. Ouais, forcément. Et puis on n'est pas une très grande structure et au final c'est clair que nous, les deux fondateurs, on fait encore un petit peu de tout, dont des livraisons, dans du contact client et donc souvent pris à faire différentes choses pour la brasserie. Puis à remplacer là, le livreur qui était malade en l'occurrence. Qui est en vacances. Ah, qui était en vacances. C'est ça. Dans cette période, vous allez livrer jusqu'en Valais parce que c'est un peu la période creuse autrement. Oui, donc c'est forcément janvier-février, c'est une période plutôt calme globalement pour le marché de la bière. Et puis là où les choses sont actives, forcément en Suisse, c'est plutôt du côté du Valais. Et là, on collabore avec quelques établissements du côté de Nanda, Sion, Martigny. Donc, on fait assez fréquemment des allers-retours en Valais pour amener quelques fûts et quelques cartons de bière. Vous êtes une équipe de 8 personnes. Votre frère s'occupe plutôt de production, puis vous de l'aspect logistique, vente, administration, finance. En termes de taille, vendre 200 000 litres par année, c'est pas mal, mais c'est pas grand-chose par rapport aux grandes brasseries. C'est ça, on est un petit peu une goutte d'eau dans l'océan globalement par rapport au marché. C'est une taille qui nous permet de vivre de ça, donc ça fait depuis 2018 qu'on vit de cette passion qu'on a pour la bière. Mais après, effectivement, si on se compare aux plus grands acteurs du marché, on est vraiment un tout petit acteur. Parce qu'eux, ils produisent des millions de litres par année. Ça se chiffre en millions, c'est ça, oui. Les plus grosses boîtes. On l'a dit, ça a commencé officiellement en 2018 avec la création de l'entreprise, mais 4 ans déjà avant, depuis une vieille cuisine à Bienne. Voilà, on voit une photo, ça ressemblait à ça, les premiers tests de fabrication de bière. Ouais, donc là, on voit la cuisine dans laquelle tout a commencé. Je pense qu'elle devait faire à peu près 10 mètres carrés. Et on voit un petit réchaud à gaz à paella, une casserole de 25 litres et puis quelques outils, un moulin pour le malt à manivelle. Donc on passait à peu près 30-40 minutes à moudre du malt à la manivelle pour faire un brassage de 15-20 litres, quoi. Et puis ça, il n'y avait pas d'intention de commercialiser forcément au début. Non, on est donc curieux de base, on aime bien comprendre ce qu'il y a derrière les choses. Et puis la bière, c'est quelque chose qu'on aimait bien. Et donc on s'est dit pourquoi pas essayer et donc voir comment faire ça. Donc c'était vraiment une curiosité. Et puis il y avait ce côté aussi partager un projet avec mon frère et partager ce projet aussi avec des amis qui ont toujours été autour de nous et aujourd'hui encore. Vous étiez à cette époque-là étudiant à l'université de Fribourg, votre frère apprenait la menuiserie. Vous aviez quand même déjà quelques bases au niveau brasserie. Alors, avant de faire le premier brassage, on s'est surtout documenté, on a acheté plein de livres, on a beaucoup lu avant de nous lancer dans le concret. Et puis, c'est clair qu'on a fait nos premiers tests et assez vite, j'ai été engagé comme aide-brasseur dans une brasserie professionnelle à Fribourg, la brasserie du Chauve, qui n'existe plus aujourd'hui. Et donc là, ça nous a permis de beaucoup apprendre, beaucoup comprendre comment corriger nos erreurs et comment faire une bonne bière. Puis qu'est-ce qui vous fascine dans l'art du brassage alors ? Alors, dans un premier temps, c'était découvrir les matières premières déjà, c'est la base. Découvrir qu'il y a beaucoup d'eau dans la bière, contrairement aux idées reçues. Et goûter du malt, sentir du houblon, en fait, c'est ce lien avec la matière première. Et puis, plus le projet avançait, plus on devait côtoyer des mondes différents comme le marketing, le graphisme, le monde de la commercialisation d'un produit. Voilà, s'adresser aux
au service des douanes pour s'enregistrer en tant que brasserie officielle. Donc tout ça, à chaque fois, on découvrait des nouveaux mondes et chaque mois, on allait plus loin et c'est ça qui rendait le projet super motivant, quoi. Trouver des investisseurs aussi. Donc à ce moment-là, c'était quoi, 2017? Vous atteignez 30 points de vente et puis là, vous devez décider, est-ce qu'on devient professionnel ou est-ce qu'on reste amateur? C'est ça, là on passait toutes nos soirées, nos week-ends, nos vacances dans la cuisine de la maison familiale à brasser parce qu'il fallait qu'on produise, on était tout le temps en rupture de stock et tout ça. Donc ça prenait de plus en plus de place. Après on remarquait aussi, dès qu'on sortait, nos amis nous en parlaient, c'était quelque chose de super original, 2014-2015, de faire de la bière chez soi. Et donc on s'est posé la question, est-ce qu'on garde ça comme hobby? Et donc dans ce cas-là, on aurait un petit peu freiné le projet. Ou alors on se lançait, on sentait qu'on était un peu au début d'une vague au niveau des microbrasseries, on voyait plein de nouvelles choses arriver alors que nous, ça faisait 2 ans, un peu plus qu'on faisait ça, donc on avait déjà un petit peu engrangé l'expérience. Et donc on a décidé de se lancer, on avait pas mal de feux qui étaient ouverts pour nous, c'est-à-dire qu'on n'avait pas besoin de beaucoup d'argent pour vivre, on n'avait pas d'enfants à charge, on n'avait pas de leasing ou ce genre de choses-là, on avait du temps, de la motivation et plein d'amis qui étaient motivés à nous aider. Donc c'est un peu tous ces éléments-là qui ont fait qu'on a décidé de prendre le risque et de se lancer. On voit là la camionnette, donc voilà, aller livrer à gauche à droite, se faire connaître, créer les premiers événements, la Oktoberfest aussi d'Orvin, j'imagine, parce que vous avez trouvé ensuite, voilà, vous avez trouvé des locaux à Orvin. À Bienne, ça n'a pas été possible. C'est ça, donc on a depuis début 2017, on a cherché des locaux dans lesquels déplacer toute la production, les stockages, tout ça, parce que la cuisine était devenue vraiment trop petite. On a visité des dizaines de locaux ici à Bienne. C'était forcément l'endroit qu'on priorisait au début. On n'a pas trouvé le local idéal. Et c'est par hasard qu'un jour, on a fait le tour du village d'Orvin avec le maire qui était tout motivé, le maire d'Orvin, Marc-André Léchaud, qui était super motivé à nous trouver une solution à Orvin dans son village. Et on a trouvé une ancienne menuiserie là qui déménageait fin 2017. Donc voilà, c'est par hasard qu'on a trouvé quelque chose en dehors de Bienne. Mais le projet initialement, c'est clair, vient du quartier du Châtelet. Pourtant, vous avez grandi au Jura bernois, parce que c'était le retour aux sources. Vous êtes né en 1993. À l'adolescence, ensuite, vous êtes allé vivre à Bienne. Vous avez grandi dans une famille plutôt nombreuse. Votre frère à gauche, avec qui vous avez aujourd'hui cette entreprise, et 2 sœurs. Et vos parents ne sont pas entrepreneurs, eux? Alors, pas trop. Il y a pas trop cette fibre d'entrepreneur dans la famille. Quoique, j'ai un grand-père qui était garagiste, un autre qui a géré l'EPA à Bienne. Mais voilà, pas de propre projet du genre. Votre papa est pasteur et votre maman psychologue de formation. Psychothérapeute, c'est ça. Psychothérapeute, ici à Bienne. Et donc, c'est un peu un hasard qu'on tombe dans ce monde-là. Il n'y avait pas un grand lien, une grande histoire familiale liée à la bière. D'accord. En tout cas, pas la génération juste avant vous, mais celle d'avant, par contre. C'était des entrepreneurs. Et puis là, on vous voit avec votre frère. Avec votre frère, vous aviez déjà un lien particulier assez fusionnel? On a toujours eu beaucoup de projets en commun. On a toujours fait beaucoup de sport, dans des clubs ensemble. On a fait de la musique énormément. Et voilà, on savait que le contact fonctionnait. On savait qu'on pouvait passer beaucoup de temps sans... Et on savait aussi que la communication fonctionnait bien entre nous. Il a fallu forcément adapter parce que tu passes d'une relation uniquement de frère à collaborateur. Qu'est-ce qu'il faut adapter? Il y a une manière de communiquer. Et on ne peut pas être que sur l'émotionnel, il faut être très factuel, posé et savoir dire les choses. Et c'est clair que c'est quelque chose qu'on a dû apprendre au fil du temps. Donc là, ça fait 12 ans qu'on collabore activement et globalement, ça se passe très bien. Vous pensez que ça se passe mieux parce que justement vous êtes frères et puis que ça amène quelque chose en plus dans votre collaboration? Ou parfois, il faut faire attention que ça dérape pas au niveau émotionnel? Alors, je pense que le fait d'avoir un lien qu'on ne peut pas casser comme juste une amitié, c'est clair, c'est un avantage. Et puis, on sait que c'est quelque chose qui restera, peu importe ce qui se passe. Après, c'est clair qu'on a dû vraiment
faire évoluer la relation pour que ça puisse fonctionner au niveau professionnel. Vous avez fait des études à Fribourg en histoire et en business, communication et management. Ça vous sert dans l'exercice de votre métier, ces études? Alors un peu, c'est-à-dire que j'ai appris à lire les hiéroglyphes, ce genre de choses, donc c'est pas tous les jours que ça m'est utile de ce côté-là. Vous avez fait de l'égyptologie? Oui, beaucoup. Ok. Et par contre, une des choses qui me reste beaucoup de l'université, c'est les contacts que je me suis fait, notamment des amis valaisans avec qui aujourd'hui j'ai encore toujours beaucoup de contacts. Ouais. Et qui, eux, nous ont trouvé des points de vente en Valais notamment. Donc voilà, ça m'a créé un réseau et aussi un lien avec la ville de Fribourg, dans laquelle on a aussi quelques clients. Donc aujourd'hui, il y a toujours des traces de mon passage à l'université, mais ce n'est pas énormément parce que j'ai appris, mais plutôt par les personnes que j'ai appris à connaître et les endroits aussi. Et on buvait déjà de la bière en Égypte antique, même en Mésopotamie, ouais. En moins 7000, une première trace de bière. Donc, ouais. Vous avez dit, voilà, avec votre frère, finalement, votre méthode, c'est l'essai par l'erreur. Et la devise, c'est un peu, on ne peut pas faire 2 fois la même erreur. Il ne faut pas faire 2 fois la même erreur. Il faut le faire le moins de fois possible, c'est clair. On n'a pas un immense background technique, on n'a pas non plus de formation dans le monde du brassage, genre CFC, donc il n'y a pas d'université non plus qui enseigne ça en Suisse. Donc il a fallu apprendre sur le tas. Et c'est vraiment notre méthode d'essayer. À chaque fois qu'on teste quelque chose, on prend beaucoup de notes et on essaie ensuite, si on fait une erreur, de comprendre, décortiquer pourquoi on a fait cette erreur et donc essayer de faire en sorte de ne plus la faire. Vous avez fait une grosse erreur? En termes de brassage, ouais, il y a eu pas mal d'idées qu'on a eues, des projets qui n'ont pas abouti et si on les avait fait aboutir, on aurait pu forcément en faire quelque chose de super, notamment avec des limonades en bio. Là, on a eu quelques idées, quelques projets en 2017-2018. Voilà, c'est quelque chose qui va venir maintenant à l'avenir. On va en parler, donc des boissons non alcoolisées. C'est ça, c'est quelque chose à laquelle on pense depuis des années. Mais globalement, on n'a pas de regrets. On a toujours beaucoup justement essayé d'apprendre de nos erreurs et de faire beaucoup d'erreurs également. Vous étiez à un moment donné 13 personnes, maintenant vous êtes 8 personnes. Donc là, c'était aussi un petit peu à un moment donné l'erreur, ou si on peut dire ça comme ça, d'avoir voulu aussi tout faire à l'interne. Est-ce que vous m'expliquiez? Oui, donc on avait une croissance jusqu'en 2021 qui était vraiment très rapide avec presque x2 chaque année. On avait une espèce de fuite en avant où on voyait déjà les problèmes auxquels on serait confronté par la suite. Donc il fallait trouver des solutions rapides. Donc on s'est dit, OK, la solution c'est d'engager, d'avoir une grande équipe pour assumer les problématiques futures. Simplement, il y a des questions financières qui viennent forcément se poser. Et puis avec du recul, là on aurait pu mieux faire, mais voilà, c'est quelque chose qu'on a appris en faisant l'erreur. On externalise maintenant certaines choses, notamment le marketing et la création de visuels, ce qu'on faisait à l'interne par le passé. Et puis aujourd'hui, c'est du coup une manière bien plus saine de gérer ce genre de projet-là que ce qu'on a fait par le passé. On voit une image ici, c'est les champs d'orge. Donc voilà, il y a... Vous me disiez, la bière suisse, c'est fou, mais c'est 98% des matières premières, elles viennent hors de Suisse, donc en particulier l'Allemagne aussi. Et puis vous vous êtes dit que vous vouliez à un moment donné changer les choses, faire que ce soit un peu plus local, en tout cas pour votre bière. Alors je ne suis pas sûr que le pourcentage ait évolué par nos projets. Par contre, nous, ce qu'on a voulu faire, c'est avoir un impact à notre échelle. Donc on a rejoint la brasserie Blanche-Pierre de Delémont et puis Gaguignol à l'époque, qui sont une distillerie de Soubo, qui avait déjà commencé à réfléchir à un projet de malterie basé à Delémont. Et donc là, on les a rejoints en 2015 dans le but de créer une malterie. Et puis c'est quelque chose qu'on a mis en place. C'est donc la malterie Malticulture qui existe sous forme de coopérative encore aujourd'hui. Et donc qui nous permet de transformer de l'orge qui pousse à Orvin, à 300 mètres de la brasserie, donc de l'orge bio, qui va être transformée en malt à Delémont dans la malterie qu'on a cofondée. Et donc ça nous permet de produire une partie de nos bières avec des céréales qui poussent dans des champs cultivés par Thomas, un ami agriculteur. Et du coup, c'est génial d'être connecté à cette matière agricole
alors que l'immense majorité des brasseries utilisent juste des matières premières qui viennent de l'étranger. Et voilà, il n'y a pas vraiment cette connexion, ce lien-là avec la matière première. Et là, c'est de nouveau une question de coût parce que c'est tellement moins cher d'utiliser du malt allemand. Je crois que vous me disiez c'est à peu près 5 fois moins cher le malt allemand que du malt bio, en particulier la Suisse locale que vous utilisez. Oui, alors aujourd'hui, on ne peut pas faire toutes nos bières avec ce malt local pour des raisons de quantité. D'abord parce que la malterie ne pourrait pas produire assez de tonnes de malt pour nous. Et il y a une autre raison, c'est la raison financière. Effectivement, 1 kilo de malt bio du village d'Orvin maltais à Delémont, ça nous coûte à peu près 5 fois plus cher qu'un kilo de malt conventionnel allemand. Et puis donc, de vendre votre produit plus cher, c'est ce qu'on fait. Vous n'arrivez pas? Alors, on le fait pour les produits qu'on fait avec ces matières premières-là. Simplement, ça a une incidence de à peu près 1,50 franc par litre au niveau des coûts de production, et ce qui est énorme pour de la bière. Et donc, voilà, on fait une partie qui est tarifée un petit peu plus haut. Et puis, le reste, on arrive à être un peu plus concurrentiel en termes de tarifs parce que justement, on a des coûts matières qui sont plus bas. D'accord. Au quotidien, il y a une personne qui suit votre évolution depuis 8 ans, tous ces efforts, c'est votre compagne Laetitia. Vous me disiez en préparant cette interview qu'elle a un soutien important dans votre vie. Oui, c'est clair qu'on a passé on est passé par pas mal d'étapes depuis 8 ans maintenant. On s'est d'ailleurs connus lorsqu'elle était au gymnase et qu'elle faisait un travail de groupe sur notre projet de brasserie. Donc, sous forme d'interview, on s'est retrouvés et puis voilà, on a gardé contact depuis. Et c'est clair qu'elle me supporte tous les jours. Et en fonction des périodes de l'année, ça peut être plus ou moins facile ou voire difficile de me supporter, c'est clair. Il y a justement des moments de l'année, il y a des coups durs comme ça. Il y a eu un coup dur toutes ces années de... Oui, on est passé par des moments où moralement c'était compliqué parce que certains projets n'avançaient pas, étaient bloqués, ou alors que financièrement c'était compliqué, on manquait de liquidité. Et donc forcément quand tu gères une entreprise, qu'il n'y a pas non plus des millions de la famille derrière, ce genre de choses-là, tu passes par t'es confronté à pas mal de difficultés et toutes les périodes sont très intenses, que ça aille bien ou que ça aille mal. Et en fait, du coup, les hauts sont très hauts, les bas sont très bas. Et ça a des incidences directes sur les personnes qui gèrent un projet comme ça. D'autant plus que le marché de la bière est saturé en Suisse. Et en même temps, point de vue consommation, il y a une baisse de consommation d'alcool de façon générale. Vous me disiez, je n'ai pas contrôlé les chiffres, mais en Suisse, c'est 16% de moins en 2024 pour le vin. Et puis pour la bière est un peu moins touchée, mais quand 6% même. pour le vin suisse. Globalement, c'était une baisse de 8% de la consommation. Pour la bière, c'est également une baisse, mais beaucoup plus légère, de l'ordre de 2%, sauf erreur. Donc, globalement, le marché baisse légèrement. Par contre, l'offre augmente. Donc, 2% de baisse pour la bière. Hein. C'est ça. OK. Donc, on voit que toutes les sortes de bières sont à la baisse, sauf les bières sans alcool, qui, elles, progressent entre 10 et 15% chaque année depuis maintenant quelques années. Wow. Donc, c'est un marché qui est très dynamique, sur lequel chaque brasserie doit plus ou moins rapidement arriver. Et nous, on ne fait pas exception. On a un produit qui est en cours, on est en train de finaliser l'élaboration de cette nouvelle bière. Mais voilà, pour être toujours présent et actif sur le marché de la bière traditionnelle, c'est clair qu'il faut être très dynamique et voilà, très motivé, déterminé, avoir un bon produit bien présenté et avoir une bonne prestation derrière. Et pas que de la bière sans alcool, mais vous développez aussi justement des limonades, vous allez développer un thé froid, donc vraiment des boissons sans alcool, quoi. C'est un peu ça l'avenir. Dans 10 ans, vous voyez encore produire de la bière ? Absolument, donc on ne veut pas changer notre business model totalement maintenant, hein. C'est clair, ce n'est pas le but. Par contre, on veut maintenant développer des nouveaux produits sur les parties du marché des boissons qui est dynamique. Et là, on a mis en place un maté bio qu'on produit chez nous, le Dévier Maté. Et puis, il y a d'autres produits qui vont suivre maintenant par la suite. C'est quelque chose pour laquelle on n'avait pas la technologie, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas faire de mise en bouteille de ce genre de produit-là jusqu'à il n'y a pas longtemps, jusqu'à il y a 1 an et demi. Et maintenant, on a tout l'outillage pour, et puis on a fait nos petits tests, on est en train de développer la gamme.
Et puis c'est quelque chose, on remarque, qui répond à une demande. Mais la bière sans alcool, justement, c'est compliqué à fabriquer. C'est quoi le secret? Comment on enlève l'alcool? Alors en fait, une bière est un produit fermenté. Un produit fermenté contient naturellement de l'alcool. Donc il faut trouver une technique là derrière pour fausser quelque chose. Et donc il y a plusieurs manières de faire. Il y a des bières sans alcool qui sont produites avec alcool et ensuite qui subissent une désalcoolisation, donc une forme de distillation. Ouais. Et puis nous, la manière avec laquelle on va faire notre bière sans alcool, c'est faire une bière qui est très légère en alcool. Donc, en fait, et durant le processus de fermentation, on va stopper la fermentation avec une stabilisation du produit. Et du coup, on aura une bière qui sera à 0,3% d'alcool, ce qui entre dans la catégorie bière sans alcool. D'accord. Vous faites un peu des apprentis sorciers comme ça, ou bien on est venu vous dire comment faire? Non, alors on a fait déjà pas mal de tests. On n'est pas les premiers à faire de la bière sans alcool avec cette technique-là. Voilà, donc c'est aussi en discutant avec les collègues, un petit peu voir comment est-ce qu'eux, ils réfléchissent à ça, comment est-ce qu'ils font, qu'on arrive à des solutions du genre. D'accord. Vous avez été notamment conseiller municipal à Orvin. Vous avez dû laisser, après ça vous plaisait beaucoup, en charge de l'urbanisme et du tourisme. Ça vous frustre de ne pas pouvoir faire d'autres choses comme ça parce que votre travail vous prend trop de temps Alors, lorsque j'ai dû quitter le conseil municipal, c'était source de frustration pour moi parce que je n'arrivais pas à bien gérer les deux. Mais effectivement, c'est une partie de ma vie qui a été super intéressante et pour moi, j'ai beaucoup appris, beaucoup compris comment les systèmes communaux fonctionnent, comment on prend des décisions, pourquoi est-ce que les choses avancent lentement. Et du coup, c'était très intéressant pour moi. J'ai été élu au conseil municipal durant le Covid, là où justement du côté de la brasserie, c'était plus calme. Et donc, une fois qu'on est sorti du Covid, d'un coup, tout a réexplosé. Et j'ai bien géré les deux parties de ma vie, plus la partie privée. C'était devenu quelque chose de trop difficile pour moi. Et donc, il a fallu lâcher la chose qui ne me faisait pas vivre. Qu'est-ce que vous avez comme rêve dans votre vie personnelle pour la suite? Il y a quelque chose qu'on peut vous souhaiter? Alors, les rêves pour la suite, c'est de pouvoir continuer à développer notre projet de brasserie, toujours continuer à collaborer avec mon frère, avec une équipe super autour de nous. On a vraiment maintenant une équipe qui est géniale, on peut compter sur tout le monde. Et puis mon rêve, c'est de pouvoir continuer dans cette dynamique-là, pouvoir continuer à développer, parce que c'est aussi ça qu'on aime bien, pouvoir développer des nouveaux projets, développer des nouveaux produits. Et puis continuer à avoir une place dans ce milieu-là qui est très dynamique et qui est vraiment passionnant. Donc on sait que c'était pas qu'au début où chaque mois on découvrait des nouveaux mondes, on sait que ça continue, chaque mois on découvre encore des nouvelles choses. Et donc voilà, j'espère juste pouvoir continuer à vivre de ce projet-là encore de longues années. Mais en tout cas, on vous le souhaite aussi. Merci. Merci beaucoup pour cet entretien. Avec plaisir, merci à vous. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis et puis bonne suite de programmes sur Télébilingue. Commit After Work. Der Business Talk ist euch präsentiert worden von Commit. HR einfacher, digitaler, schneller und das zu einem unschlagbaren Preis.